Il conduit plus vite que moi. Très souvent, je dis « Ralentis s'il te plaît, ralentis s'il te plaît ». Et lui, il me dit « Mais je ne vais pas vite du tout ». Au début, quand tu découpais des oignons... Non, c'est toi qui Non, découpais c'était des toi. poivrons. Non, non. Je suis extrêmement ponctuel. Je tiens à arriver non seulement à l'heure, mais avant l'heure. Dans ma famille, ce n'était pas si important. Et si on arrivait en retard, on arrivait en retard. La ponctualité, avec moi qui veux toujours être en avance et Michal qui est toujours en retard. Ma mère, une sainte femme, s'occupait de tout. Et je n'avais à me soucier de rien. Mais quand nous nous sommes mariés, j'ai découvert une autre vie. Je devais faire la vaisselle, je devais mettre... Suspendre tes vêtements. Oui, toutes ces petites choses. Non, c'était toi, tu les découpais dans le mauvais sens. Tu découpais des poivrons sur la largeur, au lieu de les couper dans la longueur. J'ai compris Non, qu'il ne fallait pas se c'était trouver toi, je ensemble crois. dans la cuisine. Après le mariage, nous sommes allés au supermarché ensemble et j'ai commencé à prendre les produits habituels. Mais voilà qu'il remet mes articles dans le rayon et en prend d'autres, moins chers. Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais? J'aime cette sauce. » « Oui, dit-il, mais il y a une réduction sur celle-là. » Mais je les découpe toujours sur la longueur. Un certain degré de désaccord est inévitable et normal dans le mariage. Tous les couples connaissent des conflits. Et ce, parce que chacun entre dans la relation avec un arrière-plan différent, des priorités et des désirs aussi différents, et une personnalité différente. Le conflit est aussi inévitable parce que nous sommes tous égoïstes dans une mesure plus ou moins grande. Pour la plupart, on reconnaît qu'il est plus facile de nous concentrer sur nos propres désirs, nos propres besoins, notre propre avis, que sur ceux de notre mari ou notre femme. Et chez certains couples, quand ils se heurtent à un conflit, ils pensent que tout est fini et qu'ils ont fait un mauvais choix de partenaire. C'est dû en grande partie aux médias et à la culture populaire qui véhiculent le message que si la relation n'est pas parfaite, si vous connaissez des désaccords et des conflits, votre conjoint n'est pas le bon. Mais c'est faux. Tous les couples connaissent des désaccords. En fait, il est bon de parler de nos différences. C'est beaucoup mieux que d'étouffer nos désaccords, taire notre avis, ou nier qu'il existe la moindre différence d'opinion entre nous. Le conflit n'implique pas que nous avons épousé la mauvaise personne, ni que notre relation est vouée à l'échec. La vérité est qu'en abordant un conflit avec les bons outils, nous pouvons consolider notre relation. Au lieu d'être dans des camps opposés, nous sommes du même côté dans le mariage, dans la même équipe. Avez-vous déjà essayé de faire du bateau à rame avec votre conjoint ? C'est l'une des premières activités que Scylla et moi avons faites ensemble lorsque nous étions ados en vacances et nous n'étions pas très doués. Le problème était que nous voulions tous deux prouver à l'autre qu'on était le meilleur rameur. On tirait tous les deux de toutes nos forces sur les rames, mais nos gestes étaient de longueurs différentes. Résultat, la barque tanguait d'un côté à l'autre. Pour ne rien arranger, nous ne ramions pas en rythme et nos rames ne cessaient de s'entrechoquer. C'était dur et le bateau n'avançait pas. C'est seulement quand nous avons cessé d'être en compétition et que nous avons harmonisé nos gestes, ramé en rythme, que soudain, nous avons ressenti la sensation formidable d'être synchronisés et de sentir le bateau glisser sur l'eau. Dans le mariage, nous devons résoudre les problèmes ensemble et chacun doit se demander « Dois-je opérer des changements dans l'intérêt de notre couple ?» Avec un tel état d'esprit, nous formons une bonne équipe et on avance ensemble en harmonie. C'est l'argent qui provoque le plus de conflits. À 100%. L'argent. Non, dans le mariage, ce sont les habitudes. Sans doute. Savoir qui a raison. Vouloir avoir raison. Plus on nourrit des attentes, plus c'est difficile. Ne pas remplir le lave-vaisselle correctement. Quand il y a une influence extérieure, la belle famille par exemple, Je dirais les secrets. La meilleure façon de résoudre les conflits dans le mariage, s'asseoir et en parler. c'est l'honnêteté et savoir qu'on peut avancer à deux. Pas dans la rivalité, mais pour résoudre le problème. Écouter avec deux oreilles Oui, et deux une oreilles bouche. et une bouche. Ouais. On discute pour voir qui s'est trompé et comment, puis on se fait un câlin et on oublie tout. Ouais. C'est quoi le mot quand tu fais des compromis? On se voit et on se dispute, puis on sort en amoureux. Il ne parvenait jamais à trouver deux chaussettes assorties. Et cela pouvait tourner au drame. Comment a-t-on résolu le problème, Thomas? Ah, toutes mes chaussettes sont de la même couleur maintenant. Nous allons voir 4 principes pour travailler ensemble à résoudre nos conflits efficacement. Le premier principe est de se rappeler les qualités de son conjoint. En soulignant sans cesse ce que nous apprécions et ce que nous admirons le plus chez notre conjoint, même si nous sommes en désaccord profond sur certains sujets, nous empêchons notre relation de sombrer dans les récriminations et les remarques blessantes.
Aucun mariage ne peut survivre au manque de respect, au manque de paroles positives et encourageantes des conjoints l'un envers l'autre. Je m'appelle Tolu Odugbemi. Je travaillais dans le secteur pétrolier au Nigeria. Le mari de sa cousine était l'un de mes collègues et on s'entendait très bien. Il m'a dit que la cousine de sa femme serait parfaite pour moi. Il insistait, alors j'ai dit « D'accord, donne-moi son numéro et je l'appellerai ». Je pensais que l'appel durerait quelques minutes, mais on s'est parlé pendant 2 heures. Et 1 mois plus tard, je lui ai demandé de m'épouser. Par Skype. Oui. On ne s'était même pas C'était- rencontrés et j'ai répondu bien sûr. Dernièrement, tu m'as dit que tu avais le sentiment que je n'appréciais plus ce que tu faisais dans la maison. C'était dur à entendre parce que je savais que j'avais dû lui dire un tas de fois. Tu sais, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et on ne se rend pas compte qu'un jour on cesse de le faire. Je m'en voulais tellement. C'est bon de lui rappeler chaque fois. Merci d'avoir fait ça. Merci d'avoir couché les enfants, ou merci d'avoir emmené tel enfant faire pipi au beau milieu de la nuit. Oui, en fait, toutes ces choses qui paraissent très ordinaires, mais qui sont vraiment importantes. Nous pouvons tous amener notre conjoint à se sentir la personne la plus importante au monde, en lui disant tout simplement ce que nous aimons et apprécions chez lui. Et c'est ainsi que nous renforçons son assurance et son estime personnelle. Comme l'auteur Mark Twain l'a si bien dit, un compliment sincère me nourrit pour 2 mois. La plupart des couples avant le mariage se disent énormément de choses positives l'un à l'autre. Mais après un certain temps, il est très facile de se concentrer uniquement sur ce qui nous irrite chez notre conjoint. Et tous les couples sont capables de citer des exemples de tête. Laissez-moi vous donner un de ces exemples qui m'irrite. Après le repas, nous lavons toujours la vaisselle dans une bassine d'eau chaude dans l'évier. Et si c'est Scylla qui fait la dernière vaisselle le soir, elle a cette habitude détestable de laisser de l'eau sale croupir dans la bassine. Bon, je suis toujours le premier à me lever et descendre le matin. Je prépare une tasse de thé pour Scylla et je trouve cette bassine d'eau froide avec de la graisse qui a figé sur le bord pendant la nuit. Et le pire, c'est qu'elle laisse la brosse dans l'eau. Alors, je dois plonger les mains dans cette eau sale pour la retirer avant de nettoyer toute cette graisse. Et je lui ai fait plusieurs fois la remarque au cours des 40 dernières années. Et je dois reconnaître que cela arrive beaucoup moins souvent. D'accord, puisqu'on aborde les habitudes agaçantes, l'une des choses qui m'horripile vraiment chez Nikki, c'est qu'il empile ses vêtements en une espèce de tas informe sur une chaise dans notre chambre, au lieu de les suspendre dans l'armoire, ou tout simplement les ranger dans le tiroir. Alors, ce qui m'aide, c'est de me rappeler combien j'aime être mariée à un homme tel que lui, qui aborde la vie de façon aussi décontractée. En fait, c'était l'une des choses que j'aimais le plus chez Nikki quand nous nous sommes rencontrés. C'est vraiment étonnant, mais plus nous nous concentrons sur ce que nous aimons l'un chez l'autre, plus nous nous chérissons en fait. Dire à notre conjoint ce que nous aimons et admirons chez lui ou elle doit devenir une habitude quotidienne. Pendant plus de 40 ans, un psychologue américain, le professeur John Gottman, a analysé les habitudes de couples mariés. Et il en a ainsi conclu qu'il lui suffit simplement d'écouter et d'observer un couple pendant juste 5 petites minutes pour savoir si la relation est en difficulté. Il a dit l'une des questions clés est « Est-ce qu'ils montrent qu'ils s'apprécient mutuellement ?» Le conseil qu'il donne au couple est le suivant. En vous rappelant simplement les qualités de votre conjoint, même quand vous luttez avec vos défauts respectifs, vous pouvez empêcher un mariage heureux de se dégrader. Dans votre manuel, vous trouverez le premier exercice intitulé « Montrer notre appréciation ». L'idée est de noter 6 choses que vous appréciez chez votre conjoint. Peut-être remerciez-le pour ce qu'il fait, ou peut-être dites-lui aussi ce que vous admirez dans son caractère. Et essayez d'être le plus direct. Puis, lorsque vous en aurez terminé, dites à votre conjoint ce que vous avez écrit. Et essayez de trouver 6 sujets si c'est possible.
Cet exercice est l'un des meilleurs à se remémorer de temps en temps après le parcours. Relisez ce que vous avez noté l'un sur l'autre. Si nous veillons à montrer régulièrement combien nous apprécions nos qualités respectives, nous sommes davantage susceptibles de former une équipe. Le second principe pour résoudre les conflits efficacement consiste à reconnaître que nos différences sont bonnes. Vouloir amener notre conjoint à penser et se comporter comme nous est voué à l'échec. Nous pouvons être très différents sur des plans très divers, par exemple dans la prise de décision. L'un de nous prend des décisions rapidement et aisément, sans craindre de commettre des erreurs, tandis que l'autre se montre beaucoup plus prudent et consacre plus de temps à chaque décision. C'est mon cas. Nous avons acheté une voiture d'occasion récemment et nous avons dû choisir entre 2 modèles quasiment identiques. Et Scylla s'est réjoui que nous ayons pris une décision si vite. Mais moi, j'ai passé une nuit blanche à m'inquiéter d'avoir opté pour la mauvaise voiture. Je m'appelle Ici et voici Philippe. Nous nous sommes rencontrés dans un pub. J'étais très intimidé de m'asseoir à côté de toi. Mais la seule place qui restait libre dans notre cercle d'amis, c'était à côté de toi, donc. Oui. Le reste appartient à l'histoire. Le reste appartient à l'histoire. Nous sommes le jour et la nuit. Oui, vraiment. On est différents à bien Oui. des égards. T'es plutôt casanière, j'aime sortir. Tu aimes le R&B, j'aime tout, sauf le R&B. Sauf le R&B. Il lui faut une éternité pour raconter une histoire avant d'arriver à la chute. Et moi, je veux juste connaître la fin. Tu aimes Netflix, et moi plutôt les documentaires. Dans une pièce pleine d'inconnus, je fais rapidement connaissance. Moi, je me cache dans un coin. Tu dépenses avant d'épargner, j'épargne avant de dépenser. Plat épicé, plat non épicé. Non épicé. Tu es noir, je suis blanc. Oui. Je suis un bon danseur, pas toi. Non, je rigole. C'est plutôt l'inverse. Et Phil pratique le 2 pas. Je pratique rien du tout. C'est ça. Très souvent, une différence essentielle est la façon dont les conjoints rechargent leur batterie. En fait, tout dépend s'ils sont plutôt extravertis ou introvertis. Les extravertis ont besoin de passer du temps avec d'autres. En revanche, les introvertis ont besoin de passer plus de temps seuls. Une autre différence est que, généralement, les extravertis réfléchissent à voix haute et traitent l'information de manière externe, tandis que les introvertis aiment mettre de l'ordre dans leurs pensées avant de parler. Ils préfèrent traiter l'information en interne. J'ai épousé une extravertie extrême. Et comme Scylla réfléchit souvent à voix haute, j'ai appris à ne pas réagir trop vite quand elle me dit quelque chose avec beaucoup de force et de conviction, parce qu'il est probable qu'elle change d'avis et dise le contraire 5 minutes plus tard avec la même force et la même conviction. Étant introverti, j'aime structurer ma pensée avant de l'exprimer. Donc, généralement, quand nous avons une décision difficile à prendre, je m'isole pour y réfléchir avant de dire à Scylla ce que j'en pense. Alors du coup, je lui dis « Ce n'est pas une discussion, ça. C'est juste ta conclusion. » Mais dans le mariage, il faut apprendre à accepter nos approches différentes. Une attitude n'est pas meilleure ou pire que l'autre. Elle est juste différente. Un mariage solide s'envisage comme un partenariat qui combine les points forts et remédie aux points faibles de chaque partie. 2 conjoints ne sont pas uniquement différents à cause de leur personnalité. On s'engage tous dans le mariage en venant d'arrière-plan et avec des valeurs différentes. Parmi les exemples, on peut citer la façon d'aborder l'argent, comme c'est le cas de nombreux couples. Globalement, il existe 3 options concernant l'utilisation de l'argent: l'épargner, le dépenser ou alors le donner. Bon, Scylla et moi n'avons jamais eu le moindre problème pour convenir des sommes que nous voulions donner et à qui. Mais sur les 2 autres options, nous sommes aux antipodes. Et en ce qui me concerne, je crois pouvoir dire que je suis plutôt un épargnant. Alors que de mon côté, je suis d'un naturel plus dépensier. Et surtout, ne vous me prenez pas, parce que ça ne veut pas dire du tout que je suis accro au shopping. À vrai dire, je n'aime pas plus que ça de faire du shopping que Nikki. J'ai simplement plus de facilité à dépenser l'argent que Nikki. Exact, beaucoup plus de facilité. Cela a engendré pas mal de conflits au début de notre mariage. Moi, j'en voulais beaucoup à Scylla, et Scylla se sentait coupable. Et on croyait tous les 2 que j'étais plus doué qu'elle dans ce domaine. Mais un jour, nous avons eu une très grosse dispute, et j'ai compris soudain que je n'étais pas plus doué que Scylla, mais que nous avions tous 2 des compétences différentes. Nikki est beaucoup plus compétent pour gérer l'argent. Et Scylla est bien plus compétente pour l'utiliser. Et, au fil des années, on a appris tous les 2 à être
complémentaires. Et Scylla m'a aidé à ne pas me montrer exagérément prudent et à utiliser l'argent plus librement. Je vais vous donner un exemple. Concernant l'argent de poche, chacun de nos enfants avait 1 cent pour chaque année d'âge. Donc, pour celui ou celle qui avait 6 ans, il recevait 6 cents. 8 cents à ses 8 ans, et ainsi de suite. D'ailleurs, une année, alors que nous revenions en voiture de nos vacances d'été, notre fille Kirsty, qui avait 12 ans à l'époque, m'a dit « Papa, toutes mes amies reçoivent plus d'argent de poche que moi. » Du coup, j'allais lui expliquer que ce n'est pas le montant qui est important dans ce cas précis, mais le fait d'apprendre à essayer de gérer correctement son argent de poche. Mais alors que je réfléchissais encore à ma réponse, Scylla s'est jointe à la conversation, pas pour prendre le parti de notre fille contre moi, ni en disant à quel point il était absolument ridicule qu'ils aient si peu d'argent. Tant et si bien qu'à notre arrivée, l'argent de poche de nos enfants avait augmenté de 1000%. C'est vrai, avec un certain recul, 12 cents n'aurait pas vraiment permis à notre fille d'apprendre à gérer l'argent intelligemment. Donc, oui, Scylla m'a aidé à me libérer au niveau de l'argent. Et Nikki m'a clairement appris comment tenir les comptes et ne pas trop dépenser. En fait, il m'a appris à établir un budget. J'avais grandi dans une famille où je n'avais pas du tout appris à respecter un budget. Donc, quand j'étais en manque d'argent, je faisais juste comme si cela n'existait pas et j'évitais juste d'y penser. Et bien sûr, mon compte était souvent à découvert. La différence aujourd'hui est que nous en discutons ensemble et que j'ai enfin appris à planifier et à tenir des comptes. Le seul fait de comprendre nos points forts et nos points faibles concernant l'argent nous permet de former une équipe plus efficace. Et si vous n'avez jamais établi un budget, vous trouverez des conseils utiles pour le faire dans votre manuel. En ce qui nous concerne, ça nous a aidé énormément d'établir un plan et de travailler ensemble. Nous sommes tous différents. Chacun de nous est la somme de son éducation, son expérience, sa vie, et quand on commence la vie de couple, il est tout à fait possible que les conjoints aient des visions diamétralement opposées de la façon de gérer et de concevoir l'argent. En réalité, c'est tout à fait normal. La chose à comprendre est que vous devez apprendre à vivre avec certaines de ces différences, mais aussi à vous accorder sur leurs implications pour chacun de vous. Chaque couple doit établir un budget général. Vous devez décider du montant de vos dépenses, quelles seront vos priorités, que devez-vous dépenser et que voulez-vous dépenser, qu'aimeriez-vous posséder et que devez-vous posséder. C'est sur cette base de ce budget que vous pourrez établir un processus décisionnel efficace et conjoint grâce auquel vous aurez le contrôle de votre argent. Mais que faire si vous rencontrez d'importants problèmes financiers? Je crois que la première chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas seul. Cela arrive à des millions de personnes dans le monde. Vous devez surtout déterminer si ces difficultés s'inscrivent sur le court terme ou au contraire sur le long terme pour la vie. Si elles sont temporaires, pouvez-vous faire quelque chose de significatif pour en sortir ou pour tenir le coup pendant la tempête? Des parents ou des amis pourraient-ils vous aider à passer le cap si ces difficultés sont passagères? Si elles ne sont pas passagères, devez-vous prendre certaines décisions radicales et significatives concernant vos finances et les mesures à appliquer? Si vous êtes dans cette situation, il est important que vous l'affrontiez à deux, mais aussi que vous cherchiez de l'aide. Trouvez une personne spécialisée dans les difficultés financières. Parlez-en à quelqu'un de confiance, capable de vous conseiller au mieux. Ne prenez pas de décisions basées sur vos seules réflexions. L'un des aspects les plus encourageants de la gestion commune de l'argent avec votre conjoint, c'est que tout ce que vous apprendrez l'un sur l'autre, les compétences et la communication que vous devrez forcément développer pour gérer votre argent, rejailliront positivement sur tous les autres domaines de votre vie. Je peux en témoigner. Le prochain exercice s'intitule « Reconnaître nos différences ». Tout d'abord, chacun parcourt la liste des thèmes et chacun de vous doit placer son initiale et celle de son conjoint, là où vous pensez vous situer entre l'une et l'autre des extrémités. Et vous trouverez des exemples pour Nikki et moi-même. Concernant l'argent, je me situe plutôt du côté de la dépense, tandis que Nikki est beaucoup plus proche de l'épargne. Pour la ponctualité, eh bien, Scylla aime arriver largement à l'avance pour prendre un train ou un avion, alors que je préfère réduire la marge parce que je pense qu'arriver sur place plus tôt que nécessaire est véritablement une pure perte de temps. Quand vous aurez le sentiment d'avoir bien répondu, ne regardez pas les réponses de votre conjoint avant d'avoir tous les deux terminé. Ensuite, discutez au moins
d'un domaine dans lequel vous êtes complémentaires et voyez comment vous pouvez fonctionner efficacement dans ce domaine en équipe.
Comme nous l'avons dit, Scylla et moi sommes très différents et nous rions souvent de cet état de fait ensemble. Prenez la façon dont nous parlons. J'utilise un minimum de mots pour exprimer mon point de vue, tandis que Scylla en emploie le plus possible et exagère souvent de façon flagrante. Je la taquine beaucoup à ce sujet, comme quand elle m'annonce qu'elle a acheté pour 10 tonnes de nourriture au supermarché. L'humour est un ingrédient essentiel d'un mariage sain. Il agit un peu comme de l'huile dans une voiture. Sans elle, le moteur se grippe. Le troisième principe pour gérer un conflit efficacement est de chercher une solution à deux. Les gens abordent le conflit différemment. Certains tentent de forcer leur conjoint à faire les choses à leur manière. Ils attaquent de front, quand d'autres capitulent. Ils redoutent tous les désagréments et veulent se cacher ou fuir et font tout pour éviter une confrontation. D'autres encore font du chantage. Ils disent « Je ferai ceci si tu fais cela ». Ce qui se transforme trop facilement en « je ne ferai pas ma part puisque tu n'as pas fait la tienne ». Et aucune de ces méthodes ne favorise le rapprochement ni ne permet de résoudre le conflit. Il existe une méthode plutôt efficace. Elle consiste à chercher une solution ensemble. Autrement dit, comprendre qu'on est vraiment du même côté et que nous travaillons en équipe sur le problème à l'origine du conflit. Et parfois, cela nécessite de reporter la discussion si on sent que ce n'est pas le moment. Il faut reconnaître qu'il y a des mauvais moments pour chercher à résoudre un conflit. Alors dans ce cas, il vaut mieux appuyer sur un bouton pause imaginaire en attendant un moment plus propice. En fait, je veux régler les conflits rapidement. Oui. Je ne peux pas aller me coucher si ce n'est pas résolu. J'ai dû apprendre que toi, tu as besoin de temps pour y penser. Décanter les choses. J'ai compris que les gens abordaient les désaccords différemment. Je ne choisissais pas toujours bien mon moment. On devait apprendre à s'asseoir pour en parler et aussi savoir mettre sur pause pour certains sujets. En parler quand nous avons vraiment le temps et l'espace et que nous sommes seuls. Aborder le sujet quand il y a des gens, c'est super. Non. Parce qu'elle ne peut pas s'en prendre à moi. À éviter à tout prix s'il est déjà tard et que nous avons faim. Oh, c'est clair. Mauvaise idée. C'est généralement là que débute le conflit. On se demande tous les deux, est-ce que t'as faim? Il sait qu'il ne peut pas m'en parler juste avant d'aller au lit ou à 23h, parce qu'il s'endort après 3 secondes, alors que moi, dans ce cas, il me faut 3 heures. Alors je dors mal et je me réveille de mauvais poil. Pour moi, le soir commence à 21h. C'est là que je me lance dans les conversations les plus sérieuses. On se disputait vers 2h du matin, sans doute parce que j'étais épuisée. Toute sa famille fonctionne comme ça. Il n'est pas vraiment opérationnel en soirée. Il s'assied devant un match de foot à la télé. Oui. On doit parler maintenant. Mais il refuse, alors je vais me coucher en râlant, encore plus furieuse. Le ton monte, il est environ 22h. Et là, on se dit, on ne peut pas en parler maintenant. Alors on fixe un moment pour en parler et c'est libérateur de dire « je t'aime, mais on réglera ça plus tard ». Oui. Il y a des mauvais moments pour discuter, comme en présence d'autres personnes, et comme dit l'expression, ne lavez pas votre linge sale en public, ou juste avant une occasion spéciale quand les émotions sont à fleur de peau, ou quand nous sommes pressés, ou quand nous venons à peine de rentrer d'une journée surchargée. Mais pour une grande majorité des couples, le pire moment pour discuter, c'est tard le soir. La cause principale est l'effet de la fatigue, et on peut très vite perdre le sens des proportions. Pendant les premiers mois de notre mariage, nos disputes les plus vaines avaient toujours lieu tard le soir. Et puis, un couple d'amis qui s'était marié 2 semaines avant nous a parlé de ce qu'ils appelaient la règle de 22 heures. Ils nous expliquaient que si jamais ils se disputaient tard le soir, l'un des deux pouvait donc invoquer cette règle de 22 heures. Ce qui impliquait que la discussion devait être suspendue et reportée à un moment plus approprié, le lendemain, à une heure moins tardive ou autour d'une tasse de café le week-end. Et cela nous a aidés énormément, et nous avons souvent appliqué cette règle de 22 heures au fil des années. Mais bien sûr, attendre un moment plus approprié exige de la discipline. Mais la discipline personnelle est un atout important pour résoudre les conflits. Et il est certain qu'il a été très utile pour moi. Je suis d'un naturel plus lunatique que Nikki. J'aime exposer les choses le plus vite possible. Et j'avoue avoir beaucoup de mal à attendre un meilleur moment. Mais j'ai compris que le désaccord ne doit pas toujours être résolu dans la minute. Et j'ai appris qu'il valait mieux parfois ne pas dire d'emblée à Nikki tout ce que je ressens, et en particulier tard le soir. La règle de 22 heures n'implique pas d'aller se coucher en étant furieux l'un contre l'autre. Le problème peut ne pas avoir été résolu, mais si l'un de nous sait qu'il a eu des paroles blessantes, alors nous devons nous excuser et nous pardonner.
Nous sommes alors rassurés sur le fait que notre relation va encore bien, même si nous n'avons pas encore réglé notre désaccord. Pour montrer un désaccord, l'un de nous devra peut-être apprendre à se maîtriser. Parce que si notre colère devient incontrôlable, nous pouvons lancer des accusations blessantes envers l'autre dans le feu de la dispute, ce qui fait beaucoup de tort à la relation. Un conjoint qui ne maîtrise pas sa colère peut devenir terrifiant. Les gens qui ne contrôlent pas leur colère ne sont pas souvent furieux, mais ils connaissent des épisodes où, soudain, tout part en vrille. Dans le meilleur des cas, ils ne sont pas physiquement violents, mais ils peuvent être verbalement agressifs ou détruire des objets dans la maison, quand leur rage est intense. Et même s'ils ne sont pas dans cet état en permanence, leur conjoint vit dans la peur de ces explosions, et il apprend à marcher sur des œufs en présence de son partenaire. Aux personnes qui se reconnaissent dans cette attitude, qui basculent dans de tels accès de rage, je voudrais d'abord leur dire de reconnaître que c'est ce qu'elles font. Mais aussi, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous devez admettre qu'en réalité, vous tirez un certain avantage de votre comportement, parce que si votre conjoint redoute votre accès de rage, vous parvenez en quelque sorte à le contrôler. Vous êtes aux commandes. Donc, pour apprendre à gérer ce type de colère, vous devez non seulement admettre à quel point elle est dommageable, mais aussi reconnaître le fait que vous en tirez un certain avantage. Alors, si vous savez que vous avez un problème avec la colère, si vous écoutez ceci en pensant « Bon sang, c'est moi, c'est ce que je fais », avant tout, n'ayez pas honte de chercher de l'aide. Quand nous cherchons de l'aide pour gérer notre colère, nous ne disons pas « Je veux que ma colère disparaisse ». Nous disons « Je veux exprimer mon insatisfaction d'une façon qui soit bonne pour moi », bonne pour la personne que j'ai épousée et bonne pour notre mariage. Idéalement, la colère devient productive et positive et elle permet d'avancer. C'est pourquoi cherchez de l'aide. Et n'ayez pas honte de votre démarche. Nous allons voir ensemble 5 étapes très concrètes pour trouver un accord et une solution à deux. La première étape consiste à se concentrer sur le problème à l'origine du conflit. Les disputes s'égarent très vite et débordent vers d'autres sujets, de sorte que très souvent on ne se souvient même plus de la raison pour laquelle le conflit a éclaté. Identifiez et concentrez-vous sur le sujet principal pour empêcher cette escalade. Imaginez un canapé à 3 places, la femme d'un côté et le mari à l'autre extrémité. Le sujet de discorde se trouve entre les deux, les séparant de facto et les empêchant d'entendre ou de discerner correctement le point de vue de l'autre. Se concentrer sur le problème consiste à le déplacer pour qu'il ne soit pas entre nous, mais devant nous. Les conjoints peuvent alors se rapprocher sur le canapé, puisque plus rien ne se trouve entre eux. Et ils peuvent se concentrer sur le problème qui est devant eux, au lieu de s'agresser mutuellement. Cette simple démarche rend tout à coup le problème beaucoup plus gérable. Je m'appelle Georges. Et ma femme, Alexandra. Nous venons de Puerto Rico, on s'est rencontrés à l'université. L'une des choses qui nous aide à résoudre nos conflits, c'est le fait de visualiser que le problème que nous rencontrons ne se trouve pas entre nous, mais devant nous. On forme une équipe qui essaie d'affronter ce conflit qui surgit. Prévoir un moment spécifique quand ce n'est pas urgent, ouais. C'est très utile parce que cela permet d'avoir les idées plus claires ou de mieux comprendre et de se préparer mentalement pour le moment où on aborde ce problème. Ce n'est pas moi contre lui ou lui contre moi, c'est nous qui voulons résoudre un problème. Et je me sens moins découragée parce que nous sommes deux pour réfléchir à la façon d'aller mieux. Cela me soulage d'un stress énorme et d'une grande angoisse chaque fois que nous sommes en conflit. La seconde étape pour parvenir à un accord et trouver des solutions à deux est de s'exprimer en jeu. Quand les esprits s'échauffent, il est si facile de dire « tu fais toujours » ou « tu ne fais jamais ». Mais le fait d'utiliser ce genre d'expression critique directement le caractère de l'autre. Il est donc de loin préférable de s'exprimer en jeu pour décrire ce que nous éprouvons. Alors, au lieu de « tu ne fais jamais rien pour m'aider », mieux vaut dire « j'étais vraiment furieux que tu ne m'aides pas à nettoyer après le dîner hier soir ». Au lieu de «
Tu nous mets toujours en retard !» Il est préférable de dire « Je n'aime pas partir si tard pour prendre le train parce que cela me stresse énormément. » Les expressions en jeu nous aident à ne pas nous accuser ou nous critiquer l'un l'autre. Et je sais que, quand je suis furieuse, je dis à Nikki ce que je ressens. Sa réaction est beaucoup plus positive que si je l'agresse verbalement. La troisième étape est d'écouter l'autre. Quand nous nous disputons, nous tenons généralement à ce que notre conjoint entende notre point de vue. Mais nous sommes moins enclins à comprendre le sien. Il est particulièrement important d'écouter si nous manions mieux les mots que notre conjoint. Une règle d'or, simple mais très efficace en cas de désaccord, consiste donc à parler à tour de rôle. La quatrième étape est d'explorer les solutions possibles. Bon, cela peut paraître irréaliste, au beau milieu d'une dispute, mais après avoir appliqué les 3 premières étapes, celle-ci devient possible. Il est surprenant de constater le nombre d'idées qui peuvent surgir quand nous commençons à discuter du problème et à écouter notre conjoint, au lieu de nous agresser mutuellement. Par exemple, si le conflit concerne l'argent, l'une des pistes possibles pourrait être de confier la gestion des finances à l'autre. Vous pourriez établir ensemble un budget annuel détaillé, cela nous a vraiment aidé, ou l'un de vous, ou tous les deux, pourriez décider d'utiliser du cash plutôt que de la carte de crédit. Une autre option pourrait consister à vous voir 1 fois par semaine pour faire le point sur vos dépenses. Vous pourriez aussi décider de faire appel à une personne douée pour la gestion financière. Parfois, il est utile de noter toutes les solutions possibles pour visualiser les différentes options. La 5e étape pour parvenir à un accord est de décider de la meilleure solution aujourd'hui et de l'évaluer plus tard. Faites un essai. Si la solution fonctionne, le sujet ne sera plus une source de conflit. Si l'option testée ne marche pas, alors reprenez donc votre liste et essayez autre chose. Je m'appelle Emerson. Et moi, Christina. En ce moment, nous vivons à Mexico. On s'est rencontrés dans une boîte de nuit. On a dansé. Première et dernière fois que j'ai dansé, mais j'ai dansé avec toi. Je sais comment gagner de l'argent, je sais pas comment le garder. Je tiens le budget. Donc elle tient le budget. Oui, Et c'est un gros sujet de dispute. Donc 6 mois après le mariage, nous n'avions toujours pas de compte commun. Je lui disais, moi j'ai toujours géré mes revenus seule jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas si je peux te faire confiance. Parce que l'argent qui est sur le compte, en fait, on ne peut pas compter dessus parce que des factures arrivent. Mais c'était un concept nouveau pour lui, alors nous avons suivi une formation sur la gestion du budget et il J'ai pigé. a tout écouté. J'ai pigé. J'étais si fière. Au début, je me disais qu'il n'irait pas et s'il y allait, il ne serait pas vraiment attentif. Au final, il ne mettrait rien en pratique et je lui avais déjà dit pratiquement tout ce que le formateur nous disait. Mais il fallait qu'il l'entende de la bouche de quelqu'un d'autre. Je pouvais pas l'entendre de ma femme. Et il a opéré un changement radical. Depuis, on tient notre budget et merci Seigneur, ça nous a aidés à un tas de niveaux. Oui. Aujourd'hui, il me fait toujours confiance pour Je ça. suis pas doué pour ça, c'est tout. Non. Donc je la laisse gérer ça. Et c'est super. Ces 5 étapes pour gérer le conflit nous ont beaucoup aidés, Scylla et moi, quand un sujet particulier provoquait des tensions entre nous. Mais elles nécessitent que chacun soit prêt à opérer des changements dans sa propre attitude, dans l'intérêt du couple. Il n'est pas bon de vouloir toujours avoir raison ou de décréter « je n'y peux rien, je suis comme ça », tout en critiquant notre conjoint. La Bible rapporte ces paroles de Jésus. « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ? Ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Au bout du compte, la seule personne qu'on peut changer dans notre mariage, c'est nous. Je m'appelle Marquis. Et moi, Princey. On est mariés depuis plus de 8 ans et nous avons la joie d'avoir 2 adorables petites filles. Notre mariage était arrangé. C'était une découverte pour tous les deux. Les 3 premières années, les choses n'allaient pas très bien entre nous. On avait des avis très différents. Nous venions d'arrière-plans différents. Je la repoussais sans cesse alors qu'elle essayait de se rapprocher de moi. Et j'étais très rancunier, machiste, je portais des jugements, convaincu d'être meilleur qu'elle. Dans mon cœur, je me demandais ce que je pouvais faire pour l'amener à m'aimer. Je voulais gagner son amour. Moi, je la rabaissais sans arrêt, je la blessais souvent, et je savais qu'elle pleurait, qu'elle souffrait aussi. Et elle a fini par aller mal et elle a craqué dans la voiture. Je ne pouvais plus supporter la situation. Je voulais en finir. Alors, je lui ai dit
que ce mariage ne pouvait pas marcher, qu'on n'avait plus qu'à se séparer. Quand elle a dit ça, j'ai compris que j'avais tout gâché, à quel point je l'avais blessée. J'ai dû prendre du temps pour, oui, briser mon ego, reconnaître mes torts et enfin décider de changer. J'ai pris sa main et j'ai dit « Je te demande pardon ». À ma grande surprise, elle a compris mes regrets, que j'avais changé, que le déclic s'était produit. J'ai commencé à la respecter, à tomber amoureux d'elle. J'attendais ça depuis 3 ans. Le moment que j'attendais était enfin arrivé. Cela m'a encouragée à l'aimer plus. Nous étions si heureux après nous être enfin compris. On a dansé ensemble pour la première fois. On a mis de la musique, dansé ensemble et... En pleurant. Oui, des larmes de joie. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Tout a changé pour nous. Il arrive que des conjoints se séparent parce qu'ils pensent être incompatibles. C'est tellement triste. Nous ne sommes incompatibles que si nous refusons de changer et si nous refusons d'ajuster notre comportement dans l'intérêt de notre mariage. J'aimerais lire un témoignage écrit par un chirurgien, le docteur Richard Selzer, sur la façon dont des époux se sont adaptés l'un à l'autre. Je me tiens à côté du lit d'une jeune femme, le visage marqué par l'opération, la bouche tordue par la paralysie, grotesque. Une branche minuscule du nerf facial, le nerf relié au muscle de la bouche, a été sectionnée. Désormais, elle aura cette apparence. Le chirurgien a suivi la courbe de sa chair avec une ferveur religieuse, ça vous pouvez me croire. Mais pour lui retirer la tumeur dans sa joue, je devais sectionner ce bout de nerf. Son jeune époux est dans la chambre, il est debout de l'autre côté du lit. Tous deux forment comme un halo avec les néons de la ville. Seuls au monde comme intimes. Qui sont-ils ? Je m'interroge. Lui et cette bouche grimaçante née sous ma main, qui se contemple et se caresse avec gourmandise. La jeune femme me demande « Ma bouche gardera-t-elle toujours cet aspect-là, docteur ?» « Oui, » je lui répondis, « c'est à cause du nerf qui a été sectionné. » Elle acquiesce et reste muette. Mais le jeune homme sourit. « Cela me plaît, dit-il, c'est plutôt mignon. » Et soudainement, je sais qui il est et je baisse les yeux. On doit rester humble quand on est en présence du divin. Toujours songeur, je le vois, se pencher pour embrasser sa bouche déformée, et moi, si proche. Je vois bien qu'il tord ses propres lèvres pour s'ajuster aux siennes, pour lui montrer que leur baiser reste vivant. Alors je retiens mon souffle, saisi d'émerveillement. On ne peut réellement changer qu'en sachant vraiment ce qui est important pour l'autre. Parfois, il arrive que les vrais problèmes soient enterrés sous des années de conflits non résolus, ou qu'on n'a jamais dit à l'autre ce qui nous énerve et nous blesse. Il est évident que notre conjoint ne peut pas le deviner. Nous devons lui parler de ce qui importe vraiment pour nous et lui dire pourquoi c'est important. Il y a une grande différence entre demander et exiger. Demander un changement chez l'un comme chez l'autre est une bonne chose. C'est exiger le changement qui est destructeur. Eh bien, à présent, veuillez prendre votre manuel et l'intituler « Appliquer les 5 étapes ». Discutez ensemble des bons moments et des mauvais moments pour chercher à résoudre vos désaccords et décider, parmi les 5 étapes, lesquelles il vous sera utile de vous rappeler. Ensuite, choisissez un sujet qui a causé ou qui pourrait causer un conflit dans votre propre relation. Abordez un sujet à la fois et servez-vous des 5 étapes pour chercher des solutions.
Le quatrième et dernier principe pour résoudre un conflit efficacement est de soutenir son conjoint. Il y a une différence d'attitude radicale entre attendre de notre conjoint qu'il réponde à tous nos besoins et chercher à répondre aux besoins de notre conjoint. Récemment, j'ai lu l'histoire d'un couple dont la relation s'était tellement dégradée qu'ils ne se parlaient quasiment plus. Des années de conflit avaient complètement empoisonné leur mariage. Un jour, le mari s'est effondré sous la douche. Il a compris qu'il ne pouvait rien faire pour changer sa femme. Il essayait depuis plus de 20 ans. En revanche, il pouvait changer sa propre attitude. Le lendemain, il a demandé à sa femme « Comment puis-je améliorer ta journée ?» Ce changement soudain l'a prise au dépourvu et rendue plutôt méfiante. Alors, elle a voulu le tester. Elle lui a demandé de nettoyer la cuisine et il l'a fait. Le lendemain, il lui a posé la même question. « Comment puis-je améliorer ta journée ?»« Lave le garage », a-t-elle répondu. La tâche était énorme, surtout après sa longue journée, mais il a fait ce qu'elle attendait. Le jour suivant, il lui a demandé à nouveau « Comment puis-je améliorer ta journée ?» Cette fois, elle a répondu qu'il n'y avait rien, mais il a insisté. Et il lui a posé la même question chaque matin pendant 2 semaines. Enfin, sa femme a craqué en disant « C'est moi qui devrais te poser la question. » Elle s'est excusée et elle a dit « Pourrions-nous passer du temps ensemble ?» Désormais, chaque jour, chacun demande à l'autre ce qu'il peut faire pour améliorer sa journée. Et leur mariage est complètement transformé. Se concentrer non pas sur ce que notre conjoint peut faire pour nous, mais sur ce que nous pouvons faire pour lui n'est ni naturel ni facile pour la plupart d'entre nous. Pour Nikki et moi, c'est l'un des domaines où notre foi commune a fait une énorme différence dans notre mariage. Nous sommes tous les deux devenus chrétiens après presque 2 ans de relation. Et depuis, beaucoup de choses se sont améliorées entre nous. Avec le recul, je suis certain qu'auparavant, j'attendais que notre relation, et Scylla, répondent à mes besoins les plus profonds. Et quand j'ai commencé à attendre que ce soit Dieu qui réponde à ses besoins, ça a produit un grand changement dans notre relation. Et quand le mari et la femme attendent que ce soit Dieu qui réponde à leurs besoins d'amour inconditionnel, chacun d'eux acquiert la conviction d'être important et en sécurité, et développe une bonne estime de soi. Comme chacun de nous voyait ses besoins comblés par sa relation personnelle avec Dieu, nous pouvions nous concentrer plus aisément sur le fait de répondre aux besoins de l'autre. Quand j'ai traversé cette épreuve, le cancer, à l'époque, nous étions jeunes et les enfants étaient petits aussi et oui, c'était un choc pour nous. Quand c'est arrivé, toutes nos priorités ont changé. Notre amour a changé et nous avons commencé à apprécier le moindre moment passé ensemble. Cela a été un tournant dans notre vie. Je me souviens m'être dit qu'il fallait que je sois forte, pour Samy et pour moi, et pour toute la famille, et que je l'aide à rester focalisée sur la foi et l'espoir, sans lui laisser la moindre chance d'avoir peur. Oui, tu l'as fait. Je ne m'en serais pas sorti sans toi. Nous avons appris comment confier notre vie à Dieu. Notre vie au sens propre. Pas uniquement par des paroles. Je crois que le plus grand changement a été de comprendre que je n'étais pas la priorité. Je devais vivre plus pour toi que pour moi. Le soutien de Sally pendant cette période a été incroyable. C'était tout pour moi. C'était très particulier aussi de voir la fragilité de l'autre. Quand les choses se compliquent et quand on décide d'être sans défense et complètement transparent devant l'autre, sans cacher ses peurs. Cela nous a rapprochés l'un de l'autre et cela nous a rapprochés de Dieu. Oui. L'un des moyens concrets qu'on utilise, Nikki et moi, pour nous soutenir est de passer quelques minutes chaque jour à prier l'un pour l'autre. Ce court temps de prière permet ainsi de se connecter à Dieu, mais aussi de se connecter l'un à l'autre. Nous demandons simplement à l'autre « Comment puis-je prier pour toi aujourd'hui ?» La réponse peut porter sur des sujets très personnels, par exemple sur une chose qui nous préoccupe, ou sur ce qui nous inquiète, ou une décision difficile que l'on doit prendre, ou quelque chose qui concerne un de nos enfants. Ensuite, chacun de nous prie brièvement pour le sujet de l'autre. Mais il faut aussi reconnaître qu'on est souvent incapable de prier quand on n'a pas du tout l'envie de le faire s'il subsiste un conflit irrésolu entre nous. Parce que prier ensemble est un acte très intime.
Donc, parfois, avant de prier, on doit s'excuser, si l'un de nous sait qu'il a blessé l'autre. Très souvent, ces quelques minutes de prière ensemble nous permettent sans aucun doute de mieux nous comprendre. Il est certain que nous avons dû persévérer et faire preuve de volonté afin de prier ensemble, tout comme notre soirée romantique qu'on n'avait pas prévue. Nous avons dû planifier ce moment pour en faire une habitude. Bon, nous n'y parvenons pas toujours, mais quand c'est le cas, alors ce sont des moments qui nous rapprochent beaucoup en tant que couple, des vrais moments d'intimité qui font toujours une différence. Avant de clôturer cette rencontre, nous voudrions vous donner la possibilité de poser l'une de ces deux questions à votre conjoint. Si vous êtes à l'aise à l'idée de prier, demandez-vous l'un à l'autre « Pourquoi puis-je prier pour toi ?» Et puis priez tout simplement à haute voix ou silencieusement avec des mots tels que « Seigneur, je t'en prie, aide mon conjoint, quel que soit le sujet. Merci Seigneur, Amen. » Si vous n'êtes pas à l'aise pour prier, posez à votre conjoint la question évoquée par Nikki tout à l'heure « Comment puis-je améliorer ta journée ?» Ensuite, répondez-lui de manière à exprimer tout votre soutien.
Nous aimerions terminer cette rencontre par une prière, alors restez simplement tel que vous êtes. Merci Seigneur pour la force que tu donnes dans les bons et les mauvais moments. Nous te demandons de nous aider à surmonter les différences qui sont source de conflits entre nous et à trouver des solutions ensemble. Aide-nous à nous apprécier mutuellement de plus en plus et à opérer en nous les changements nécessaires dans l'intérêt de notre mariage. Amen. Amen. Merci de participer à ce parcours avec nous. Nous nous réjouissons de vous retrouver pour la prochaine rencontre. Je suis quelqu'un qui veut... Oh. Waouh! C'est le tonnerre. Oui. Je m'occupe des poubelles. Oh, c'est parti. C'est moi Je savais que ça viendrait qui sur le sors tapis. les poubelles, oui. J'en étais sûr. Je voulais juste le dire. Je suis allé dans ce... Tu commences? Non, c'est toi. Le mariage, c'est un peu dingue. Oui, c'est dingue. Cela pourrait me valoir des Oui, problèmes. ne fais pas ça. Mais non, je vais le faire. je vais le Vraiment, faire. non. Si, c'est marrant. Peut-être pas. Encore. Je transpire vraiment des pieds. On n'a pas besoin de savoir ça.